Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 septembre 2025 et cette vidéo est probablement publiée le 4 juillet 2026. C'est comme ça. Il s'agit du 14e cours d'introduction à la programmation au langage C. Nous allons écrire aujourd'hui la deuxième version de notre module String Buffer et sachez que ça va se compliquer sérieusement, mais ça va être très intéressant puisqu'une partie de ce qu'on va expliquer, en gros, vous le verrez jamais dans un cours destiné à des débutants. Jamais ou presque, donc. On va devoir introduire les structs et les pointeurs de structs, mais puisque vous savez déjà ce qu'est un pointeur, ça ne devrait pas poser de problème. Je m'appelle toujours Jacques-Olivier Lapaix, et c'est parti. Nous allons commencer par un hors-sujet, puisque nous allons enfin expliquer pourquoi sizeof de char étoile, en fait, sizeof de void étoile, sizeof de n'importe quel pointeur, est égal à 8, sachant que c'est une question qui est restée en suspens, qui était jusqu'à aujourd'hui restée en suspens depuis le cours numéro 3. Cela dit, depuis le cours pendant lequel nous avions parlé de la numération binaire, vous avez peut-être trouvé la réponse vous-même. La réponse est, car sinon on n'aurait que 4 gigas de mémoire adressable. Vous savez que les ordinateurs d'aujourd'hui ont des RAM qui dépassent allègrement 4 gigaoctets. Si les adresses n'étaient stockées que sur 4 octets, on pourrait avoir qu'environ 4 milliards de valeurs différentes possibles pour une adresse, d'où 4 gigas à peu près de mémoire adressable. Et c'est bien 4 milliards, c'est pas 2 milliards. 2 milliards et des poussières, c'est la taille maximale d'un entier signé sur 32 bits. Mais les adresses sont des entiers non signés. Une autre question à laquelle on va répondre maintenant, et après on parle des structs pour de vrai, c'est quel était le schéma de mémoire de notre version 1 du module str-buffer, celle qu'on a écrite dans la vidéo qui précède celle-ci. Eh bien, ce schéma, le voici. On avait d'abord un entier sur 4 octets qui précisait la longueur de la chaîne, au sens le nombre de caractères qui la composent, ce nombre pouvant être égal à 0 ou à 1 ou à plus de 1. Ici, on a un exemple d'une chaîne de caractères de longueur 7 stockée dans la mémoire comme un string buffer première version. Si buf est un pointeur vers ce string buffer, eh bien buf pointe vers la zone de la mémoire dans laquelle il y a les 4 octets successifs qui constituent l'entier qui donne la longueur de la chaîne. À partir de ce moment-là, à l'adresse buf plus 1, on pointe sur le B. Buf étant défini comme un pointeur d'entier, rappelez-vous qu'il y a un typedef int str-buffer. Buf étant défini comme un pointeur d'entier, buf plus 1, ça pointe une case plus loin dans la mémoire, même si ce n'est pas une case qui contient un entier. Et par ailleurs, dans toutes les fonctions que nous avons écrites pour manipuler les str-buffers de ce type-là, il y avait une variable locale que je baptisais généralement str, et qui était, elle, un pointeur de char vers le premier caractère de la chaîne, d'où la ligne de code qui vous a peut-être semblé un petit peu mystérieuse malgré les explications que j'ai données, que str reçoit l'adresse buf plus 1 mais castée en char étoile. Premier vrai sujet de cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est une struct. Peut-être qu'il faut dire un struct en français, j'en ai aucune idée, en langage C. Par l'exemple, nous allons ici écrire une struct pixel. On va définir un pixel comme étant un entier x qui donne une position de pixel en abscisse, un entier y qui donne l'ordonnée du pixel et un entier 32 bits non signé, couleur. En effet, vous apprendrez plus tard, par moi ou par quelqu'un d'autre, mais ça fait partie des choses que j'enseigne, que j'ai l'habitude d'enseigner, qu'une couleur, dans bien des cas en informatique, peut être décrite par un simple entier 32 bits. Le pourquoi du comment n'est pas le sujet du jour. Et puis, c'est tout. Donc, on ferme l'accolade.
Notez qu'il y a un point-virgule après l'accolade fermante. Est-ce que ça, est-ce qu'on doit appeler ça un bloc sous prétexte qu'il y a une accolade pour marquer le début et une autre pour marquer la fin? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, en terminologie de programmeur en C, est-ce que ça s'appelle un bloc? Ça porte peut-être un autre nom, parce que pour moi, un bloc en C, c'est un bout de programme dans lequel il y a des instructions à exécuter. Là, dans ce que vous voyez là, et je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis le début de cette série de vidéos, ce que vous voyez là, ce n'est pas du code à exécuter. C'est une définition d'un type de données. Je décrète que un pixel, c'est un entier X, un entier Y et une couleur. Vous noterez où j'ai placé l'accolade ouvrante. On peut la mettre en fin de la première ligne comme là, ou toute seule au début de la ligne suivante, comme j'ai l'habitude de faire quand j'écris des blocs. Les deux sont possibles. Et vous savez, en tout cas vous vous souvenez peut-être, que personnellement, je préfère quand l'accolade ouvrante est au début d'une ligne plutôt qu'à la fin d'une ligne. Mais j'ai l'habitude, et ça c'est une habitude personnelle, c'est une question de goût. Encore une fois, je vous informe sur mes choix, mais sans vous les imposer. C'est une habitude que j'ai. Pour les structs, je mets l'accolade ouvrante sur la première ligne. Ça m'aide parfois à faire des recherches plus rapides dans le code quand je parcours des fichiers de code qui sont un petit peu grands ou un petit peu nombreux. Donc, quelque part dans un programme qu'on écrit, il y a cette définition d'un type de données qu'on baptise pixel, puis il peut y avoir je ne sais quelle autre ligne de code, et puis quelque part, peut-être dans le main de notre programme ou dans une autre fonction, on définit une variable de type pixel, ou plutôt de type struct pixel. Cette variable, je l'appelle grand A parce que je n'ai pas d'imagination, et j'ai le droit d'écrire des choses comme ce que vous voyez en bas de l'écran. A.x reçoit 108, A.y reçoit 52, et A.color reçoit... bon, ça c'est l'écriture en hexadécimal d'un blanc éclatant, le blanc de la plus grande intensité possible, parfaitement opaque. Il y a 0% de transparence en plus dans cette couleur-là. Et encore une fois, la couleur n'est pas le sujet du jour. Si je définis ma variable A de cette façon-là, j'ai un schéma de mémoire qui ressemble à ceci, à savoir quelque part dans la mémoire se trouvent 3 cases dans lesquelles sont rangées à la suite les valeurs 108, 52 et FF. Notez qu'on est dans un cas où chacune de ces 3 cases a une taille d'exactement 4 octets, puisque les 3 champs de la struct pixel, X, Y et color s'appellent des champs, les 3 champs de la struct pixel sont de fait des valeurs sur 4 octets. Mais il pourrait y avoir des champs de taille différente. Écriture alternative équivalente, struct pixel A reçoit, et puis je donne un triplet avec les valeurs de X, Y et color dans l'ordre. Attention, il faut, pour les valeurs que vous mettez, si vous vous servez de cette écriture-là, respecter l'ordre des champs que vous avez donné dans la définition de la struct. Ce qui veut dire que si pour une raison quelconque, à un moment, vous changez l'ordre des éléments dans la struct, et il peut y avoir de bonnes raisons de le faire, mais je ne sais pas si on va parler de ça aujourd'hui, eh bien, il faudra changer dans ce cas l'ordre des éléments que vous écrivez entre les accolades. Donc cette écriture-là est bien pratique, mais il faut bien savoir ce qu'on fait. Il y a peut-être des cas où on n'a pas trop intérêt à s'en servir. Vous noterez par ailleurs que cette écriture est allégée par rapport à ce qu'il y avait au bas de la page précédente, mais il y a quand même un détail qui est lourd, c'est que c'est embêtant de devoir déclarer la variable A comme étant de type struct pixel. Imaginez, vous écrivez un gros logiciel dans lequel il y a 50 types de données différents que vous créez vous-même et qui sont tous des structs. Si à chaque fois que vous voulez créer une variable d'un de ces 50 types de données, vous devez écrire le mot-clé struct à chaque fois, c'est pas super fun. Notez qu'il ne faudrait pas avoir peur de le faire si on ne pouvait pas faire autrement. Mais on peut faire autrement.
Je définis la struct pixel exactement de la même manière que ce que j'ai fait jusque-là, et j'ajoute, en faisant un typedef, on a déjà parlé des typedef, un typedef, disais-je, pour dire que ce qu'on connaît jusque-là sous le nom de struct pixel, eh bien, on va le rebaptiser simplement pixel. En plus, il est possible d'échanger ce que j'appellerais le bloc struct et ce que j'appellerais le typedef. On peut écrire la ligne du typedef avant la définition de la struct. C'est un cas particulier, parce que le compilateur, s'il voit le typedef qui nous dit le type struct pixel doit être rebaptisé simplement pixel, ou en tout cas pourra être écrit dorénavant simplement pixel, le compilateur pourrait toujours dire oui mais struct pixel je ne sais pas ce que c'est puisque c'est défini après. En fait, on dit souvent que le compilateur il lit le code uniquement de haut en bas et uniquement une fois. C'est heureusement pas tout à fait vrai. Il y a des cas qu'on verra dans un avenir plus ou moins proche où il peut être nécessaire de placer le typedef avant le struct. Donc, heureusement, on peut faire comme cela. On peut mettre le typedef et le bloc struct en un seul bloc. Et là encore, je suis pas sûr que le terme bloc soit celui qui convient. Regardez ce qui est écrit ici. C'est spécial, hein? Non, mais regardez, on va y voir plus clair tout de suite. Ici, je définis un struct sans lui donner de nom. Vous avez vu, il y a juste écrit struct et puis il y a l'accolade directement. Il n'y a pas écrit struct pixel, hein? Je définis un struct qui est composé d'un entier x, d'un entier y et d'un entier color. La fin de la définition du struct est ici, mais je dis que je fais un typedef de tout ce bloc en jaune que j'appelle pixel. Autrement dit, la struct n'a pas de nom à proprement parler, mais mon typedef me permet de déclarer que ce type-là de struct, avec ces trois champs, j'appelle ça tout simplement pixel. C'est une autre manière d'écrire ce qu'on a déjà vu sur les pages précédentes. À partir de ce moment-là, je peux de nouveau écrire quelque chose comme ça. Et puis, regardez ce que je vais faire. Je vais définir la variable b comme étant de type pixel étoile. Et je dis que b reçoit adresse de A. Autrement dit, a.x par exemple, ça vaut 108. Et le champ x de b vaut aussi 108. De la même façon, le champ color de A vaut FF, et le champ color de B vaut FF. Mais, regardez ça. Si je veux afficher le champ x de B, j'écris pas B.x, mais j'écris B flèche x. L'opérateur flèche, ça s'écrit avec un signe moins, puis un chevron strictement supérieur. C'est deux caractères à la suite qui dessinent bien une flèche à l'écran. Vous verrez ça tout à l'heure quand on va écrire du code. Quelle est la différence entre l'opérateur point et l'opérateur flèche? Eh bien, l'opérateur point est celui qu'on emploie quand la variable est une struct, alors que l'opérateur flèche est celui qu'on emploie quand la variable est un pointeur de struct. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Les programmeurs C font un usage intensif de l'opérateur flèche. Les programmeurs C++, souvent nettement moins, d'abord parce qu'en C++, il existe ce qu'on appelle les références. Ça n'existe pas en C, et avec les références, on se sert de l'opérateur point. Et ensuite, parce que en C++, il y a une culture qui veut qu'on utilise les pointeurs nus, parce que les pointeurs du langage C en C++, ça s'appelle les pointeurs nus, puisqu'il y a d'autres types de pointeurs en C++. Eh bien, je disais, dans la culture des programmeurs C++, on essaie souvent de se servir des pointeurs nus le moins souvent possible. Dans du code C++, c'est fréquent qu'il y ait énormément de points et peu de flèches. Et sans aller jusqu'à dire qu'en C, c'est exactement le contraire, je trouve quand même que l'opérateur flèche, on le voit beaucoup plus souvent dans les programmes en C que dans les programmes en C++. Bref, quand on demande à la fonction printf d'afficher b flèche x, ça donne 108, et ça, c'est sans surprise. Voici par exemple à quoi pourrait ressembler une fonction pixelPrint. On lui passerait en paramètre un pointeur de pixel, un pixel double const tant qu'à faire vu ce que fait la fonction,
Et la fonction pixelPrint pourrait par exemple afficher dans le shell pxl, un choix de programmeur arbitraire pour dire la donnée dont on est en train d'afficher les informations à l'écran est de type pixel. Puis ensuite, on affiche un premier entier non signé, puis un deuxième, et puis un entier signé, qui sont respectivement p/x, p/y et p/color. Mais on pourrait écrire une version de cette fonction qui ne prendrait pas en paramètre un pointeur de pixel, mais un pixel directement. Et ça donnerait ceci. Et c'est illisible parce que mon stylo rose sur la feuille, il écrit mon feutre rose sur la feuille, il écrit de façon plus contrastée que ça, mais mon scanner, il n'a pas trop aimé. Donc, voyons la page suivante, où j'ai encore plus augmenté le contraste local. Ça en est carrément laid, mais au moins là, on arrive à lire quelque chose. Eh bien, la fonction pixelPrint dans sa version qui prend un pixel directement et non un pointeur de pixel, elle est écrite exactement de la même façon que l'autre, si ce n'est qu'au lieu d'avoir p/x, p/y et p/color, on a p.x, p.y et p.color. Les deux versions de cette fonction sont tout à fait correctes. Mais un programmeur C aura tendance à préférer la première, celle-ci. Pourquoi? Parce que quand on appelle la fonction pixelPrint, en lui passant une struct, tous les champs de la struct sont copiés sur la pile avant que la fonction soit appelée. Alors que cette pixelPrint que j'ai surlignée là, qui prend un pointeur de struct, avant d'appeler la fonction, c'est juste le pointeur P qui est passé sur la pile. Il n'y a pas les trois champs qui sont passés séparément. Alors, en principe, c'est plus rapide de faire comme ça, et c'est pour ça qu'un programmeur C écrira le code de cette façon. Un programmeur C++ fera ça avec des références pour avoir sur ce coup-là l'avantage des pointeurs sans en avoir les inconvénients. Bref. Mais en C, la meilleure version de cette fonction, a priori, c'est celle-ci. Cela dit, ça peut se discuter parce que d'un côté, on copie moins de données sur la pile avant d'appeler la fonction, mais d'un autre côté, premier point, il n'y avait que 3 champs à passer sur la pile. Et deuxième point, à chaque fois qu'on se sert de l'opérateur flèche plutôt que de l'opérateur point, le code qui s'exécute est un chouïa plus lent, parce que c'est un peu plus lent d'accéder d'abord à la zone pointée par le pointeur P, puis ensuite, mettons, au champ X, que d'accéder directement à un P.X qui aurait été placé sur la pile juste avant l'appel de la fonction. Donc, on est sûr et certain de gagner du temps quand les structs ont un nombre de champs qui est supérieur à je ne sais pas combien, je ne saurais pas dire, mais peut-être que pour une struct qui n'a que 2 ou 3 champs, ça vaut pas le coup de faire ça. Cela dit, on a tendance à le faire tout le temps, juste parce que ça évite de se poser trop de questions. En tout cas, c'est ma vision des choses. Peut-être que certains programmeurs C vous tiendront des discours différents sur ce genre de sujet. Je vais vous le répéter, pas du tout pour la première fois, mais écoutez un peu tout le monde et prenez le temps, mais vraiment, vraiment, prenez plusieurs années pour vous forger un avis qui vaudra quelque chose, parce que tant que vous êtes totalement débutant, ça ne sert à rien que vous fassiez vos propres choix trop rapidement. Il y a des moments où vous êtes obligé de faire des choix de toute façon, et en pratique, vous vous apercevrez de temps en temps qu'un de vos choix était mauvais. Dans ce cas, vous le corrigerez à ce moment-là. Mais il faut quand même limiter autant que possible le risque de faire tout le temps n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis, ne vous accrochez jamais à la parole d'une seule personne, aussi convaincante soit-elle en apparence. Écoutez tout le monde. Voilà, vous aurez le droit d'avoir des avis tranchés sur tous les sujets que vous aurez bien étudiés, précisément quand vous aurez bien étudié tous ces sujets. On avance. On avance, oui, mais on précise quand même encore autre chose au montage. C'est que dans un vrai programme grandeur nature, pas un petit bloc de code à visée purement pédagogique qui fait office d'exemple. Dans un vrai programme, si on a besoin de définir un type de données pixel, il se peut déjà que ce soit pas une struct, mais même si c'est une struct, il est peu probable que le type pixel ainsi défini soit réellement un entier X, un entier Y et une couleur. C'est peu probable.
l'exemple que je donne dans cette vidéo, il est assez artificiel. Mais il m'a permis de vous expliquer beaucoup de choses sur les structs en général. Maintenant que cette petite mise au point est faite, eh bien on avance pour de vrai. Je vous montre maintenant une struct qui va nous permettre de définir la deuxième version de notre module string buffer. Cette struct que j'appelle strbuffer contient seulement deux champs, un étant de type entier et précisant la longueur de la chaîne, et le deuxième étant un pointeur de caractères qui permettra de stocker dans le tableau de caractères data les len caractères dont on a besoin pour représenter la chaîne, et un des caractères de la chaîne peut tout à fait être un octet nul ou n'importe quel autre octet d'ailleurs, sans que ça pose le moindre problème en pratique. Je suis prêt à faire le parier que sizeof de strbuffer dans cette implémentation-là est égal à 16. On vérifiera tout à l'heure en passant sur ordinateur. Mais en attendant, je vous explique pourquoi je dis ça. Parce que l'entier len, il tient sur 4 octets et le char étoile sur 8 octets. Quelle que soit la taille allouée dynamiquement dans data, où on peut stocker autant de caractères qu'on veut, le char étoile en lui-même est un pointeur, il occupe 8 octets. Or, 4 plus 8, on est d'accord que ça ne fait pas 16. Mais voici comment ce struct va se présenter en mémoire. Il y aura un premier paquet de 8 octets avec 4 octets pour stocker la valeur de len, et puis ensuite 4 octets libres. Alors, si ça se trouve en pratique, c'est l'inverse. Si ça se trouve, il y a d'abord 4 octets libres, et ensuite 4 octets pour len. Peu importe, c'est transparent pour nous programmeurs. Et puis, il y a un deuxième paquet de 8 octets qui contiendra la valeur du pointeur data. Pourquoi? Parce que, par défaut, en tout cas c'est comme ça avec mon compilateur, par défaut, les données d'une struct sont ce qu'on appelle alignées sur 8 octets. C'est-à-dire que tout champ d'une struct, si sa taille n'est pas un multiple de 8 octets, eh bien il va occuper jusqu'à 8 octets, quitte à ce qu'il y ait des octets libres à la fin. Remarquez que si j'avais placé dans ce struct deux champs de type int à la suite, les deux auraient occupé côte à côte uniquement la première ligne. Ce qui fait qu'il y aurait eu un champ de type int en plus, mais on aurait quand même un sizeof de 16 octets. Mais attention, ça ce n'est valable que si je déclare d'abord les deux int et ensuite le char étoile. Ou d'abord le char étoile et ensuite les deux int. Ce qu'il faut, c'est que les deux int soient à la suite, sinon cette propriété n'est pas respectée. Le compilateur ne s'amuse pas à trouver le meilleur package possible, quel que soit l'ordre dans lequel on déclare nos champs. C'est pour ça que je disais que l'ordre dans lequel on place les attributs dans le struct, ça peut être important. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir là-dessus bientôt et de montrer précisément ce que je dis là. Bon, maintenant on va passer sur ordinateur, on va coder avec ce qu'on vient d'expliquer. Vous pouvez voir que la vidéo est longue. S'il le faut, vous écoutez tout cela en plusieurs jours. Pour ceux qui sont prêts, allons-y, on code. Ah, j'oubliais, cette histoire d'alignement sur 8 octets pour les structs, c'est quelque chose qu'on peut désactiver avec la plupart des compilateurs. Mais, à moins que vous ayez une raison bien particulière de le faire, c'est pas conseillé. Vous allez perdre en vitesse d'exécution si vous faites ça. Vous allez économiser des octets de mémoire, ça c'est sûr, mais vu les tailles de RAM qu'on a actuellement, il y a peu de cas dans lesquels ce serait vraiment un problème, il me semble. En revanche, puisque nos ordis sont des ordis 64 bits, en quelque sorte, ils sont spécialement conçus pour traiter de façon optimale en termes de temps d'exécution des données qui sont précisément découpées par paquet de 8 octets. C'est une question de performance à l'exécution qui explique pourquoi, par défaut, il y a cet alignement sur 8 octets des structs. Bon, pour de vrai, maintenant, on va programmer vraiment parce que c'est beaucoup plus intéressant que les petits schémas. Rebonjour, nous voici sur l'ordinateur pour cette nouvelle version du module string buffer. Donc, je peux enlever ce commentaire-là qui expliquait l'implémentation précédente puisqu'on va en avoir une nouvelle. On va faire ce qu'on a expliqué sur feuille.
dans la première partie de cette vidéo. Donc, dorénavant, on va avoir une struct qu'on va baptiser str_buffer. Ce sera une struct avec deux champs, un entier qui donne la longueur et un char étoile qui contiendra les données, c'est-à-dire les différents caractères. Et bien entendu, on n'aura pas de caractère particulier pour indiquer la fin de la chaîne, puisque dans cette implémentation-là, comme dans la précédente, ce n'est pas nécessaire. En principe, je n'ai pas besoin de modifier ces prototypes de fonctions-là pour l'instant, même pas celui-ci. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. En revanche, l'implémentation de toutes les fonctions dans le point T va changer. Donc, pour la fonction str_buffer alloc, comment est-ce que ça va se passer? J'ai envie de dire qu'on va calculer le nombre de bytes qu'on a besoin d'allouer exactement. Tac. Le nombre de bytes qu'on va devoir allouer exactement, ça va être sizeof de str_buffer, qui vaut probablement 16. D'ailleurs, on va penser à vérifier cela. À la première exécution, on verra si j'ai vu juste sur ce plan. Donc, sizeof de str_buffer plus len fois sizeof de char. Sachant qu'en principe, sizeof de char vaut 1. Il paraît que ça vaut 1 dans tous les cas possibles, c'est-à-dire quelle que soit l'architecture matérielle sur laquelle vous travaillez, quel que soit votre système d'exploitation, quel que soit votre compilateur et votre version du compilateur. Donc, ce que vous pouvez voir là, c'est que je compte faire un seul appel à malloc ou à memory alloc pour allouer dynamiquement à la fois la struct str_buffer et les octets dont on aura besoin pour stocker les différents caractères de la chaîne en elle-même. Bon. Donc, ici, on fait appel à memory alloc en lui passant bytecount comme unique paramètre. Ensuite, on est tranquille. Buff flèche len va recevoir len. Et buff flèche data, eh bien, ça va être égal à cast en char étoile de buff plus 1. C'est le même genre de bricolage qu'on avait fait dans la vidéo précédente. D'ailleurs, c'est encore écrit ici, comme vous pouvez le voir. Et pour le coup, ici, je peux tout simplement écrire ça. Puis faire cette boucle-là. Et je crois que cette nouvelle version de str_buffer alloc est correcte. Ensuite, conversion d'un reg str_buffer en str_buffer. Je recommence. Conversion d'un reg str en str_buffer. Donc, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Ici, ça devient tout simplement ceci. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas besoin de modifier la suite. Ensuite, ici, str_buffer alloc de 0, est-ce que ça marchera avec cette implémentation? Oui, puisqu'on ne fera pas appel à memory alloc avec un bytecount égal à 0, étant donné que même si len vaut 0, eh bien, il y a ça qui est strictement positif. Okay. Donc, toujours pas de piège avec cette fonction-là. str_buffer destroy. Eh bien, j'ai envie de dire qu'il suffit de faire ça. Ok, en gros, c'est un simple free. Ce ne sera plus le cas dans la troisième version du module qui sera la plus intéressante. Mais pour cette deuxième version, on peut encore se contenter de ça.
C'est beau. L'asset charate, eh bien, il y a juste à changer ceci. La get charate également. Alors, une fonction statique inline ou une macro pour faire ça, ce serait pas bête, mais ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore vues, donc on n'en parlera pas aujourd'hui. Pareil pour les boucles forts, il y a des while partout. Pour l'instant, on laisse comme ça. Fonction print. Ah oui, non, attendez, il n'y a pas que ça à faire. Il n'y a pas que ça à faire. C'est-à-dire que len, maintenant, attention, c'est ça. Qu'est-ce que j'écris? Voilà. Hein. Ah ouais. Je veux aller trop vite. Je me dis, il n'y a pas grand-chose à modifier. Super, ça va être hyper rapide. Oui, oui. Ça va être rapide, mais pas trop. Si on veut aller trop vite, on va paradoxalement perdre du temps. Bon. Tac, tac. Tac, ok. Ça, est-ce qu'on le fait plus tard? Oui, on pourrait le faire déjà, mais je pense que même sans ça, la vidéo sera assez longue. Ça, alors ça, j'ai... On serait embêté pour le faire maintenant en respectant le prototype de la fonction. Rien que pour ça, on va se dire que ça n'existera pas dans cette version 2. On attendra la prochaine. Donc, ici, buff1 flèche len, buff2 flèche len. Là, on ne touche plus à rien. Ensuite, ici, buff flèche data, buff1 flèche data. Et là, en principe, la boucle, il n'y a pas besoin de changer. Ça non plus. Ici, ça va être du buff2 flèche data. Ok, on fait ça. Et on return buff. Et la version avec effet de bord de strbuffer 34, pareil, on attendra la version 3. Alors, je vais demander à ne compiler que le string buffer, que le module string buffer, en demandant à la commande make de se débrouiller pour générer le fichier stringbuffer.o. Parce que, non, si ça marche du premier coup, on est bon. Bon, ben, très bien, donc on va faire ça, on va exécuter. Il est probable qu'on ait une mauvaise surprise. On a de la chance si ça marche du premier coup. Alors, sizeOf de strbuffer est égal à 16, c'est ce à quoi je m'attendais. Ensuite, on a exactement le même nombre d'appels à memory alloc et à memory free que dans la version précédente. Vous pouvez remarquer que cette version prend plus de mémoire. En tout cas, alloue dynamiquement plus d'octets au total, ce qui est normal, puisque on alloue la taille qu'il faut pour stocker les différents octets de la chaîne, plus les 16 octets d'un strbuffer. Alors qu'avant, c'était le nombre d'octets de la chaîne, plus les seulement 4 octets pour stocker la len. Ce qui fait 12 octets de plus maintenant, et effectivement, 11 si on ajoute 12, ça donne bien 23, et 18 si on ajoute 12, ça donne bien 30. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Bon, alors, ça a été tellement rapide de modifier le module, et vous pouvez constater que j'ai toujours pas eu besoin de modifier un seul des prototypes qui existaient déjà dans le module string buffer. On a fait ça en même pas 10 minutes. Dans ce cas, je propose qu'on aille un petit peu plus loin. Regardez, je vais ajouter des nouveaux prototypes et implémenter les fonctions qui vont avec. On va écrire donc une nouvelle fonction qui s'appelle strbuffer_init et qui prend en paramètre un strbuffer ainsi que la len au sens le nombre de caractères qu'on veut pouvoir stocker dans notre strbuffer. Puis on va faire une fonction strbuffer_free qui va prendre juste en paramètre un strbuffer. Et on va écrire ces fonctions avant d'expliquer à quoi elles servent et comment on s'en sert.
et vous allez comprendre si vous écoutez la vidéo jusqu'au bout. On va commencer par la strbuffer_init. La strbuffer_init, elle va ranger dans le champ len de buff la valeur de len qu'on a là. Puis, elle va faire une allocation dynamique de taille len pour buff flèche data. Donc là, ce sera size of the char fois len. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai oublié une parenthèse fermante. Ensuite, on va faire cette mise à zéro de tous les caractères par précaution. Voilà. Et on va la faire, mais en fait, non, on va la faire dans une autre fonction. Hein. Voilà. Et cette fonction, je ne sais pas comment je vais l'appeler, strbuffer 0. Voilà. Remise à 0 dans strbuffer qui prend en paramètre un strbuffer buff. Donc cette fonction, elle s'arrête juste avant buff flèche len. Voilà. Elle met à 0. Hein. Et donc la fonction en question, bien, on va l'appeler ici, parce que c'est ce qu'on faisait à cet endroit-là avant, donc on le fait encore. Et oui. Et on va aussi l'appeler dans cette fonction-ci. Donc là, strbuffer_alloc fait exactement la même chose qu'avant. Et vous avez la fonction strbuffer_init qui fait ça, qui peut vous sembler assez étrange. C'est-à-dire que là, on n'alloue plus la taille de la struct. En tout cas, on ne l'alloue plus dynamiquement. On ne fait plus d'appel à memory alloc. Autrement dit, on ne peut appeler cette fonction-ci que sur une struct strbuffer qui serait déjà allouée préalablement d'une façon ou d'une autre. Bon, maintenant, on va écrire la fonction strbuffer_free qui est la fonction qui désalloue ce qu'on aura alloué en appelant strbuffer_init. Je sais, ça peut vous sembler étrange ce qu'on est en train de faire là, mais si j'ai dit qu'il fallait rester jusqu'au bout pour comprendre, j'ai pas menti. Voilà. Donc la fonction free, elle va vérifier que buff flèche data n'est pas déjà égal à nul. Et si buff flèche data est bel et bien différent de nul, on va appeler memory free sur buff flèche data, parce que cette fois c'est buff flèche data qui est le résultat d'un appel à malloc. Donc là, que ce soit très clair. Dans tous les cas où un strbuffer est alloué avec strbuffer_init, on le libérera avec strbuffer_free. Et à chaque fois qu'un strbuffer sera alloué avec un appel à strbuffer_alloc, on appellera strbuffer_destroy. Il ne faudra pas se tromper. Appeler strbuffer_destroy quand il faudrait appeler free ou l'inverse, ça entraînera des problèmes à l'exécution d'une manière ou d'une autre. Bon. Alors, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, j'ai envie d'écrire quelque chose dans le main pour vous montrer comment on va appeler ces fonctions. Le problème, c'est que pour l'instant, ça ne va pas être parlant parce que un strbuffer alloué de cette nouvelle manière-là, on ne va pas, par exemple, pouvoir placer ce qu'il y a dans une C-string classique dedans sans écrire une fonction de plus. Donc, courage, on va écrire cette fonction. Ce n'est qu'après que vous pouvez bien comprendre. Donc, je vais l'appeler... c'est compliqué, là. Voilà, j'ai appelé cette fonction comme ça. Je n'ai pas d'idée meilleure pour le nom. Si vous en voyez une, vous me dites dans les commentaires.
Vous me direz dans les commentaires une fois que vous aurez compris ce qu'on fait. Donc, tac, 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 tac. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par voir le nombre de caractères qu'il y a dans la C-string passé en paramètres. Oh, qu'est-ce que je fais? Oui, là, ça risque pas de marcher. Nous disions donc, le prototype n'est pas le bon. Oh, le bon prototype, c'est celui-là. Non, non. Petit clavier, ne m'embête pas. Voilà. Je risque de m'emmêler grave les pinceaux dans mes explications assez facilement. Je ne peux pas permettre, petit clavier, de me faire perdre du temps en plus. Voilà. Donc, on fait un appel à strbuffer_init en lui passant en paramètre le strbuffer et la longueur qu'il y a à allouer pour buff flash data. Et après, on va copier. On va copier comme quand on fait regstr to strbuffer. On va copier en faisant cette boucle-là. Est-ce que ça vaut le coup que je mette ça dans une fonction à part qui serait appelée depuis deux endroits comme j'ai fait tout à l'heure? Peut-être bien, mais bon, voilà, là, je vais me concentrer avant tout sur les explications que j'ai à donner. Donc, est-ce que ça m'a l'air correct comme ça? Ça fait ce qu'il faut d'allocation de mémoire dynamique. Ouais, très bien. Juste SRC, ben, c'est là. Ok. Bon, avant toute chose, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais voir si je peux recompiler le string buffer.out sans problème. J'ai pas trop confiance. Je sens qu'il va y avoir un problème là. Oh, je m'attendais à pire. Alors, ligne 77, STR non déclaré. Fatalement, c'est là. C'est SRC que je l'appelle. Ensuite, ligne 82. Alors, ligne 82. Alors oui, je compare un int unsigned ici avec... Non, un int signed ici, avec un int unsigned là. Oh là là, c'est pénible ça, hein. Donc j'ai envie de... Allez, on va faire comme ça pour s'en sortir. C'est peut-être pas comme ça qu'on avait fait l'autre fois, peu importe. Voilà, ok. Est-ce que je peux toujours exécuter mon programme? Alors, regardez, je n'ai rien changé dans le main. Pour l'instant, je n'ai pas appelé ces nouvelles fonctions. Donc, on a ici les mêmes tailles de mémoire allouées que tout à l'heure. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, regardez, je vais dans le main. Attendez. Je vais dans le... Alors, j'allais dire main.c. Non, non, je vais dans la fonction main qui ne se trouve pas dans un fichier qui s'appelle main.c, mais dans un fichier qui s'appelle hello.c. Alors là, ce que je vais faire, je vais déclarer deux strbuffer Toto et Titi. Donc, je peux faire cela comme ça, ou je peux écrire ça sur une seule ligne en séparant par une virgule. Et vous notez bien, ce ne sont pas des strbuffer étoiles, ce sont des strbuffer tout court. Autrement dit, étoile Toto et étoile Titi seront des strbuffer étoiles, mais pas Toto et Titi. Et là, il faut que j'ajoute quelque chose pour que ce soit bien clair. Toto et Titi sont des strbuffer tout court, ce qui force le code exécutable généré par le compilateur à allouer sur la pile la mémoire qu'il faut pour stocker tous les champs des strbuffer Toto et Titi. C'est comme ça que ces strbuffer sont alloués statiquement, ils sont alloués sur la pile et non dynamiquement sur le tas. Mais leurs champs data, eux, vont être alloués dynamiquement quand on va appeler strbuffer_init, puisque strbuffer_init va se servir de memory alloc pour allouer les champs data des deux strbuffer. Et là, je vais appeler ma fonction strbuffer_init from regstr en lui passant en paramètre Toto, adresse de Toto plutôt,
Et la chaîne, ça va être, comme tout à l'heure, jusque-là, cette chaîne-ci. Je vais faire pareil pour Titi. En lui passant en paramètre world, autant qu'on concatène les deux mêmes chaînes. Voilà. Du coup, ça, je ne le fais plus. Ensuite, je vais appeler strbuffer concat. Et puis, pour Titi et Toto, je ne fais plus appel à strbuffer destroy pour les désallouer, mais je vais faire appel à strbuffer free sur adresse de Toto et sur adresse de Titi. Voilà. Alors, au passage, j'ai plus besoin de ça. Je vais d'abord vérifier que ça marche. Je suis surpris que ça marche du premier coup. Je m'attends à ce que quelque chose n'aille pas, hein, on va voir. Mais si ça marche du premier coup, tout de suite après, on va pouvoir expliquer. Hop. Alors pour l'instant, ça concate même pas, compile même pas et ça concate pas non plus, puisque évidemment, il faut faire ça. Alors, ça a l'air de marcher très bien et du premier coup, mais regardez la différence qu'on a. Les deux premiers malloc, ils étaient de 23 octets auparavant. Maintenant, ils sont de 7 octets seulement. 7 octets, pourquoi? Parce que les deux chaînes de caractères occupent 7 octets chacune. C'est vrai qu'elles ont la même taille toutes les deux, ça c'est le hasard. Hein. Bon. On a alloué dynamiquement que les champs data. Vous l'avez constaté quand j'ai écrit ces nouvelles fonctions dans le point C tout à l'heure. Ici, c'est pas vrai, on fait un malloc que pour le champ data, donc size of the char fois len, c'est la taille allouée. Voilà, on a alloué beaucoup moins d'octets sur le tas et notre programme, mathématiquement parlant, algorithmiquement parlant, techniquement parlant, je ne sais pas comment dire, il fait pourtant la même chose qu'avant. Alors, la taille de mémoire allouée est la même, c'est-à-dire que à partir du moment où les variables Toto et Titi sont déclarées de type strbuffer sans étoile, ce sont des structs qui occupent 16 octets de mémoire chacune. Bon, et 7 plus 16, ça fait bien 23. Il y a toujours 23 octets alloués d'une manière ou d'une autre pour les chaînes Toto et Titi. Simplement, dans cette version-là du programme, sur les 23 octets en question, il n'y en a que 7 qui sont alloués sur le tas et le reste est alloué sur la pile. Un bon programmeur en C doit savoir faire ce genre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on le fait tout le temps. J'aurais pu écrire un module string buffer très bien sans proposer ce genre de fonction-là. Surtout que c'est du code en plus à écrire. Mais il faut savoir que ça existe, il faut savoir qu'on peut le faire. En pratique, il y a des cas, quand vous serez des programmeurs plus expérimentés et que pour certains programmes très importants, vous en serez à chercher toutes les idées qui peuvent aider à améliorer un petit peu la performance, sachant que allouer sur la pile plutôt que sur le tas, ça prend moins de temps à l'exécution, au moins en principe. Je le redis, il faut savoir faire ce genre de choses-là. Alors, on pourrait aussi écrire une autre version de la fonction strbuffer concat pour pouvoir faire le même genre d'optimisation de mémoire, appelons ça comme ça, pour la chaîne tutu. Eh bien, je propose qu'on le fasse. On va voir tout de suite ce à quoi ça peut ressembler. Et ça va peut-être aider à factoriser un petit peu le code. Oh, je dis factoriser le code, excusez-moi, c'est pas le genre de terme qu'on a déjà employé dans le passé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais noter que l'avenir, il va falloir qu'on parle de factorisation du code. Voilà. Je peux enlever dans cette liste qu'on a le fait que size of the char étoile est égal à 8 parce qu'on a expliqué aujourd'hui au début de la vidéo comment ça se faisait. Voilà. Ça, on l'a expliqué au passage. Ça, je crois qu'on a bien expliqué. Ok, bon. Très bien, une fois qu'on a dit ça, je peux refermer le fichier notes
Donc, notre nouvelle version de la fonction strbuffer concat, comment on pourrait l'appeler? Oh, c'est compliqué. Alors, j'ai envie, par exemple, j'ai envie de l'appeler comme ça, stack strbuffer concat. Ce n'est pas une fonction qui se sert que de la pile, c'est pas possible parce qu'il y a au moins pour les champs data qu'on est obligé de faire des allocations dynamiques vu qu'ils peuvent être de taille quelconque et éventuellement gigantesques. Mais si vous voulez, c'est une version qui se sert plus de la pile que celle-ci. Donc, stack strbuffer concat. Et du coup, celle-là, elle pourrait s'appeler stack regstr to strbuffer. L'avantage, c'est que le nom ressemble plus au nom qu'il y avait à l'origine. Bon, stack strbuffer concat, on pourrait avoir strbuffer étoile, voilà, un double const. Alors, je cafouille pas mal, c'est que c'est pas évident d'expliquer tout ça. Ces deux-là en double const, et en simple const, il y aurait le buffer de sortie, le strbuffer de sortie. Voilà. Ensuite, à quoi pourrait ressembler, à quoi ressemblera exactement plutôt le code de la fonction. Tac, on va y arriver ou pas. Donc, stack strbuffer concat. L'idée c'est la suivante. Ce serait de dire, on calcule la taille totale, comme là. Ensuite, on fait appel à strbuffer init sur buff en lui passant la taille à allouer pour le champ data. Ensuite, on pourrait appeler une fonction strbuffer concat auxiliaire pour dire tu vas me concaténer buff 1 puis buff 2 dans buff. Voilà. À ce moment-là, cette fonction-ci, elle commence comme ça, puis elle fait cette allocation, et après, elle appelle la même fonction. Tac. À la fin, elle return buff. Et la fonction concatox, elle va faire l'essentiel du travail de concaténation qui s'écrit comme ça. C'est donc une fonction statique, concatox, qui prend en paramètres exactement les mêmes que ça. Tac. Hop. Donc, on prend buff data et buff 1 flèche data, on fait la boucle pour copier les octets de la première chaîne. Ensuite, on place un pointeur vers l'endroit de la chaîne destination où il faut qu'on continue à écrire. On copie les octets de la deuxième chaîne. Il me semble qu'il n'y a rien à modifier dans ce bloc de code-là. Donc, on va réexécuter tout ça parce que pour le moment, on appelle la strbuffer concat normale. On va voir si elle marche toujours parce qu'on vient de la modifier. Oui, alors, elle s'appelle plus comme ça. Attendez. Ou plutôt, elle s'appelle pas encore comme ça. Oh là là, c'est où? Je me perds. Le module n'est pas encore très grand, mais je me perds. Elle s'appelle plus init from regestreux. Elle s'appelle stack. Je suis pas très satisfait au niveau du choix de mes noms de fonctions, là, préfixés par stack. Je trouve pas que ce soit très heureux comme idée. Si vous trouvez mieux, vous me dites. Hein. Donc, stack regstr to strbuffer, on a décidé de l'appeler celle-là. Tac. OK.
Est-ce que ça va comme ça ou est-ce qu'il y a un autre problème ou il y aurait un autre problème, voire deux? Ça ne m'étonnerait pas. Hop, mais oui, tiens, bien sûr. Alors, par contre, mais attends, je l'ai appelé combien de fois cette chanson? Ouh là là, cette fonction, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui passe à sauvegarder, c'est quoi le problème? Ah non, c'est dans hello.c maintenant. Ben oui, alors non. Effectivement, dans hello.c, je n'ai pas encore modifié. Donc, stack, j'en ai marre, je vais faire un chercher remplacer. Donc, str buffer init. Oui, un chercher remplacer alors qu'il n'y a que deux occurrences, mais c'est pas grave. Hein. Par stack regstr to str buffer. Tac, voilà. Youpi. Maintenant, j'aimerais que ça compile. C'est pas un drame si à l'exécution on a une mauvaise surprise, mais au moins je voudrais que ça compile. Non, ça compile pas. Alors, vas-y. Tu vas aller là. Tu vas aller là. Et oui, c'est que len1, ça n'existe pas dans cette fonction. Ça n'existe pas, à moins que j'écrive ce genre de choses-là. Voilà, mais puisque ça ne sert qu'à un endroit, je peux écrire ça ici, et je suis pas obligé d'ajouter une variable pour ça. Il va encore m'embêter parce que je compare du signé et du non signé, je pense. Hein. Oh, ça m'étonnerait pas. Vas-y, compile. Non, ça marche. Ouais. Bon, là, ça a l'air d'aller, mais alors attention, les amis. Parce que maintenant, on va appeler la version stack de strbuffer.concat. Donc, je vais avoir 3 strbuffer toto titi tutu. Voilà. Ici, je désactive ça. À la place, j'appelle stack strbuffer concat. On va concaténer toujours adresse de Toto et adresse de Tutu dans adresse de Tutu. Voilà. On fait free sur Toto et sur Titi. On affiche Tutu. Et puis, on fait surtout pas destroy sur Tutu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais on fait free sur Tutu. Voilà. Et là, c'est println de et Tutu. Oh là 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 là. Vous croyez que ça compile même pas? Gagné. Oui. Ah, mais c'est juste une faute de frappe avec un peu de chance. Voilà. OK. Alors, ça a l'air de marcher du premier coup. Et là, voilà. 16 octets de moins qu'avant. Encore une fois, c'est pas qu'on n'a pas eu besoin d'allouer ces 16 octets, c'est que cette fois, ils sont alloués sur la pile et non sur le tas. Et ça a l'air de fonctionner le plus normalement du monde. On a fait autant de free que de alloc avec les mêmes adresses, donc on est certain qu'on n'a pas oublié de faire free. On est certain qu'on a oublié de faire aucun free et on n'a pas non plus fait free 2 fois sur la même adresse, parce que ça non plus, faut éviter de le faire, mais c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé à ce jour. Et la vidéo est déjà bien assez longue, j'ai presque terminé. J'ai une dernière chose, j'ai une dernière chose à dire quand même, c'est que, en fait, quand on appelle strbuffer init, il y a un problème. C'est que si jamais on appelle strbuffer init sur un strbuffer qui a déjà été initialisé auparavant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire free sur du flash data avant de réallouer. Sinon, on oublie de faire un free sur une zone qui a été allouée précédemment. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen en C de savoir si le paramètre qu'on passe ici à cette fonction a déjà été alloué avant cet appel-ci à strbuffer init. Donc, je propose d'ajouter un paramètre de type booléen, un truc qui vaut soit vrai, soit faux. Du coup, ça va m'obliger ici à faire #include de stdbool h. Et là aussi, ok, c'est bien, j'ai perdu l'endroit où j'étais là. J'ai perdu l'endroit où j'étais. C'était dans la fonction init. Voilà. Donc, on a modifié le prototype de cette fonction. Un booléen pour préciser si c'est la first initialisation. Voilà. Et
Du coup, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si c'est la first init, non, plutôt, si ce n'est pas la first init, if non first init, la négation s'écrit avec un point d'exclamation, en tout cas dans le cas d'une variable booléenne. Si c'est pas la first init et si buff_data est différent de nul, à ce moment-là, on commence par appeler memory free sur buff_data. Pas oublier de désallouer ce buff_data là. Voilà. Et dans tous les cas, ce qu'on exécute après est correct. Bon, le problème, c'est que là, str_buffer_init, eh bien, partout où on l'appelle, ça va plus compiler. Et vous voyez apparaître les petits problèmes en cascade. Par exemple, attends, qu'est-ce que c'est encore ça? Attends, ligne 34, qu'est-ce que tu as à la ligne 34? M'embête pas, j'explique quelque chose d'important pour les gens là. Oh, voilà, c'est parce que j'ai oublié d'enlever le point virgule du prototype. Super, j'adore perdre du temps comme ça. Ensuite, donc voilà, à la ligne 82, ici, on me dit, eh bien, il manque un paramètre, d'accord? Mais quand je fais appel à cette fonction-là, il faut aussi savoir si c'est la première initialisation ou pas. Ça veut dire que, en fait, ces deux fonctions-là, il leur faut aussi un paramètre du même genre qui aurait le même sens. Voilà, allez. J'en suis à la limite de regretter d'avoir voulu aborder ça dans cette vidéo, mais c'est autant de choses qu'il n'y aura pas besoin d'expliquer plus tard, on va dire ça comme ça. Alors, mais c'est vrai que la vidéo va être super longue et super lourde, hein. Donc, ici, le dernier paramètre, il précise si c'est la first init pour buff. Voilà. Et ici aussi. Tac. Voilà. C'est pas obligé de. On pourrait laisser ce nom-là pour le booléen parce que c'est assez clair comme ça. Vu que si on regarde bien le prototype de la fonction, il n'y a que pour buff que la question pourrait se poser, mais que les deux autres sont double const. Mais allez, c'est plus clair si j'écris ça, je trouve. Bon, donc résultat, eh bien, tac, on a donc un nouveau paramètre aussi pour cette fonction. Voilà. Là, en voyant ce genre de choses, vous comprenez à la fois toute la souplesse de ce qu'on peut faire en C. On peut décider très finement de plein de choses, contrairement à la façon, concernant la façon dont on alloue la mémoire, mais ça a un certain coût parce que ça oblige à écrire plus de code et du code verbeux. Voilà. Dans ce qu'on explique aujourd'hui, on présente certaines raisons aussi bien d'adorer ce langage que de le détester selon les goûts qu'on a. Bon, donc ici, quand j'appelle la fonction str_buffer_init, eh ben, je lui passe un troisième paramètre qui est buff_first_init. Voilà, il en va de même pour la stack str_buffer_contact. Voilà, donc on a dit buff_first_init et on passe ce booléen en paramètre ici. Donc là, le module string_buffer devrait compiler de nouveau, mais pas le main. Bon. Alors, allons voir ce qui se passe dans le main. Hop, tout ça, oh là là. Alors, on va dans hello.c, allons-y. Alors, est-ce que c'est la première initialisation de Toto? Oui. Est-ce que c'est la première initialisation de Titi? Oui. Est-ce que là, c'est la première initialisation de Tutu? Oui. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce que tout fonctionne? Oui. Youpi. Et alors, pour vous montrer quand même que parfois ça pourrait être false, on va le faire avec un exemple très artificiel, mais je mets, par exemple, je mets une chaîne de caractères autre que celle qu'il y a là dans Titi, je mets n'importe quoi, peu importe, ce ne sera jamais affiché. Et tout de suite après, je veux changer en mettant World dedans. Tout de suite après, c'est pour ça que je dis que ce ne sera jamais affiché. Si là, je remets True, eh bien, le champ data qu'il y avait dans le Titi suite à cet appel-là, il ne sera pas freed et ce ne sera pas correct. Alors que si je mets false, on est bon. Parce que
je remontre le string buffer.c, la fonction stack regstr ou strbuffer. Voilà. Elle passe la valeur false à la fonction strbuffer init. La fonction strbuffer init, si ce n'est pas la first init, ce qui est le cas puisqu'on a mis false ici, et si buff flash data est différent de nul, ce qui est le cas puisqu'on avait mis autre chose que nul dedans avec ça, eh bien, le free est fait. Donc, on fait le free du type flash data dans lequel il y avait ça. Et ce n'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on va faire tout ça, ce qui, au passage, alloue une autre zone de mémoire avec la bonne taille pour stocker exactement ça, etc., etc. Ouh, c'était compliqué aujourd'hui. Moi, j'adore quand c'est compliqué comme ça, mais je pense que pour vous, c'était pas facile à suivre. Pour vous, c'est plus que jamais le moment de dire ce que vous avez compris ou pas compris et ce que vous avez pensé de, mettons, de l'intérêt de ce qui est expliqué dans cette vidéo en commentaire. À bientôt. Post-scriptum. Excusez-moi, mais il me semble que j'ai oublié de préciser que stack, ça voulait dire pile. Tout simplement. Allez, à bientôt.